bonjour à tous. Oh, je vais parler trop fort. Alors, 7 minutes pour vous expliquer l'orgasme. Alors évidemment, je ne vais pas entrer dans la physiologie de l'orgasme, je ne vais pas entrer dans les difficultés orgasmiques, je vais juste faire un point sur quelque chose qui est assez frappant et dont on parle depuis une vingtaine d'années. Essentiellement, c'est ce qu'on appelle le fossé des orgasmes. Alors, commençons en 1966, superbe année avec deux très grands événements. Le premier, c'est ma naissance, mais ça, allez, on va passer vite. Et le deuxième, c'est la publication par Masters et Johnson de ce livre, enfin, de cette étude plutôt, cette étude scientifique. On a fait enfin des études scientifiques sur la sexualité humaine. Ça peut paraître étrange, mais c'était tellement tabou qu'il était difficile d'en faire. Alors il y avait eu les travaux de Kinsey, il y avait eu beaucoup de choses. On ne va pas faire l'histoire de la sexologie en 7 minutes, mais en tout cas c'était un événement important. Événement important, avec notamment cette définition, Patrick l'a mis effectivement tout à l'heure, on trace une courbe. Voilà, on scientifise vraiment avec cette courbe et ces phases. Première phase d'excitation, de plateau où on reste avec une excitation élevée, et puis enfin l'orgasme, et ensuite une période réfractaire, c'est-à-dire pour les hommes, une période pendant laquelle c'est difficile, voire impossible d'avoir un orgasme, parfois une érection, une perte d'érection d'ailleurs, et puis la possibilité ensuite, dans la période de résolution, d'avoir un nouvel orgasme. Il y a même pour les femmes, et ceux qui seront à l'atelier, de toute façon tout le monde passera à l'atelier demain, mais on reparlera effectivement aussi de la capacité multi-orgasmique. Tout le monde y passe, tout le monde va y passer. On va passer au multi-orgasme demain. Comment ça marche? Eh ben voilà. Je vous le mets parce que c'est quelque chose que j'utilise beaucoup avec les patientes et les patients. Par principe, en sexologie, on reprend toujours à la base, quel que soit le milieu socioculturel, quelle que soit la formation, et même, je me souviens d'un couple de médecins, tous les deux, avec qui on a dû reprendre des choses très basiques que, pour une fois, j'avais omis de mentionner, tout simplement, parce que c'était tabou pour eux, ils n'étaient pas trop intéressés ni l'un ni l'autre, il y avait vraiment des gaps. Donc, autant repartir à chaque fois à la base, et surtout avec des choses très simples que vous pourrez utiliser probablement en consultation, et qui ont le mérite de permettre de situer aux gens un peu plus facilement les difficultés qu'ils rencontrent dans leur excitation notamment. Pourquoi? Parce que, même s'il y a énormément de définitions différentes de l'orgasme, je ne vais pas vous en donner une ce soir, parce qu'il n'y a pas de consensus. Il n'y a pas de consensus international sur la définition de l'orgasme. Et à chaque fois qu'on a l'impression de se dire « Ah oui, ça c'est pas mal, j'ai l'impression que c'est bon, ça tient du sensoriel avec un haut niveau d'excitation », on tombe toujours sur des cas qui montrent que non, on peut très bien avoir zéro sensoriel, par exemple avec des orgasmes la nuit en dormant, ou des orgasmes par la pensée qui ont maintenant été enregistrés en IRM. Là aussi, notamment chez les femmes qui disaient « je peux avoir un orgasme simplement sans me toucher, sans bouger par la concentration », on ne les croyait pas tant qu'on ne l'a pas mesuré, parce qu'en science, tant que ce n'est pas mesurable, souvent, on n'y croit pas, on a tort. En tout cas, c'est un mélange à la fois de psychologique, je dis toujours aux patients, vous voyez, votre excitation, c'est du psychologique et c'est du sensoriel. Alors le mélange peut être variable, vous avez certains qui vont avoir très peu de sensoriel et beaucoup d'excitation mentale, vous en avez d'autres qui vont avoir très peu d'excitation mentale, mais très rapidement beaucoup d'excitation sensorielle. En tout cas, quand on franchit ce seuil d'excitation, eh bien, on atteint l'orgasme. Alors, je ne rentre pas sur les variabilités des courbes qu'il peut y avoir, ça aussi, on fera en atelier. Et j'entre tout de suite dans le gap des orgasmes. Alors, là, c'est beaucoup d'études, c'était une méta-analyse, enfin pas une méta-analyse, plutôt un recueil de toutes les études qui avaient été faites où on parlait de fossé orgasmique. Et vous voyez, en vert, c'est le pourcentage d'hommes qui ont eu un orgasme lors du plus récent rapport sexuel qu'ils ont eu, et en violet, ce sont les femmes. Vous voyez que quelles que soient les études, il y a un gap, il y a effectivement un écart important entre la capacité d'avoir un orgasme des hommes et la capacité d'avoir un orgasme des femmes. Alors, c'est essentiellement, sur les 49 études qui ont été retenues, je tiens quand même à le signaler, c'est essentiellement des études pour les 2 tiers américaines ou canadiennes. Et pour le tiers restant, c'est un peu partout dans le monde, mais il n'y avait aucune étude, par exemple, en Afrique. Alors, je n'ai pas trouvé, moi, d'études qui avaient été faites sur le fossé orgasmique possible en Afrique. Peut-être qu'il y en a que je ne connais pas, qui n'ont pas été publiés dans ce que j'ai regardé. Mais en tout cas, dans cette review des études, en tout cas, cette revue des études, il n'y avait pas d'études faites en Afrique. Donc ce fossé, on le trouve même si on prend d'autres critères. Alors bon, là, c'est encore d'autres études qui ont été faites. Si on prend des... Pourquoi je vous l'ai mis? C'est pas pour vous montrer à nouveau le fossé, c'est pour vous montrer ce qu'il y a à droite. Puisque vous voyez à droite, hop.
À droite, Leavitt, l'Américain, lui avait fait quelque chose d'intéressant, c'est qu'il avait quand même distingué le groupe de ceux qui avaient assez facilement des orgasmes, que ce soit les hommes ou les femmes, et dans ce groupe-là, qui quand même regroupe les 3/4 des hommes et la moitié des femmes, hein, dans cette grande étude, eh bien vous voyez qu'il n'y a pas de fossé, ou très peu, enfin il n'y a quasiment pas d'écart dans la fréquence. Alors là, 4,9 et 7, ce n'est pas évidemment les pourcentages, c'était quand on faisait les critères. 1, c'est je n'ai jamais d'orgasme. 2, c'est j'en ai dans 20 à 40% des cas. 3, c'est j'en ai dans, voilà, vous voyez. Et donc 4 et 5, c'est j'en ai dans plus de 60% des cas. Et bien, donc dans ce critère-là, on s'aperçoit qu'il y a finalement des groupes de personnes pour qui ça marche très bien. Évidemment, ça nous interpelle sur pourquoi ça ne marche pas. Alors, l'étude de Watt, par exemple, que je vous ai mis à droite, là, on est entré encore un peu plus dans la subtilité, justement. Est-ce que vous avez des orgasmes jamais, rarement, une fois sur deux, habituellement ou toujours? Et vous voyez que tout en haut, par exemple, 39%, c'était des étudiantes et étudiants américains, 39% des étudiantes américaines disent qu'elles ont toujours ou souvent un orgasme lors d'un rapport sexuel, et 91% des étudiants américains disent qu'ils ont souvent ou habituellement un orgasme. Donc vous voyez l'importance du fossé quand on est sur une population d'étudiants américains. J'ajoute que, mais ça va être sur la suivante, c'est à peu près la même différence qu'on a, ça c'est une étude qui avait été faite, alors publiée en 2023, mais faite également en 2005, comme celle que je vous ai montrée précédemment, qui avait été faite en Chine. Vous voyez qu'en Chine, c'est la même chose. 35% des femmes, alors là on est chez les adultes, hein, 35% des femmes ont habituellement ou toujours des orgasmes, et 76% des hommes, donc le fossé est extrêmement important. Et puis Frédéric, cette fois-ci, c'est une grande étude sur 50 000 personnes, mais une étude online. Bon, chaque étude a ses avantages, ses inconvénients. Alain Giamy pourrait vous en parler mieux que moi, mais en tout cas, c'était chez des gens qui étaient en relation depuis au moins 3 mois, des couples formés depuis au moins 3 mois. Et vous voyez que même si le fossé s'est un petit peu rétréci, il persiste quand même, puisque 65% des femmes, 2/3 des femmes, mais 95% de leurs partenaires, enfin des partenaires, parce que là c'est pas une étude de couple, hein, avaient des orgasmes assez facilement. Alors on se demande évidemment si c'est une question de pratique. Et là aussi, un recueil d'études, évidemment vous aurez, comme vous aurez le diaporama, vous pourrez regarder un petit peu plus en détail, hein, c'est pour ça que je mets quand même même si c'est quasiment illisible, mais enfin vous voyez cette progression en escalier. Pourquoi une progression en escalier sur certaines études, notamment celles qui sont au milieu? Parce que la première histogramme, je parle de la 3e courbe, le premier histogramme, c'est lors du dernier rapport sexuel, en fait, est-ce qu'il y avait simplement une pénétration vaginale? Deuxième histogramme, c'est si on ajoute une stimulation orale, cunnilingus en l'occurrence pour les femmes et fellation pour les hommes. Et le troisième, c'est si on inclut à la fois des sexualités orales et manuelles, donc stimulation manuelle, masturbation réciproque, ou de l'un par l'autre, lors du rapport sexuel. Et donc on voit bien là aussi, avec cette progression, il y a aussi dans les différentes études qui regroupent ces pratiques, que plus il y a des pratiques variées, et plus les chances d'obtenir un orgasme sont importantes. Alors attention, je n'ai pas fait le préliminaire pour vous dire que la sexualité, ce n'est pas que l'orgasme. Évidemment, on va en parler tout au long de ce séminaire, vous inquiétez pas, l'objectif, ce n'est pas d'avoir un orgasme à tout prix. Mais l'objectif, c'est quand même de rappeler que le fossé des orgasmes, c'est en défaveur des femmes. Parce que c'est facile de dire l'orgasme, c'est pas important, l'orgasme, on s'en fiche, c'est pas un critère, etc. N'empêche que les hommes, ils en ont. Donc il faut quand même se poser la question de cette inégalité. Et puis là, dans cette étude, c'était là aussi selon alors la fréquence que je me rappelle. Ah oui, c'est ça. Si c'est un coup d'un soir, une rencontre occasionnelle ou un partenaire régulier. Et là, on s'aperçoit à nouveau en vert que même parfois, quand c'est au début d'une relation ou même quand c'est un coup d'un soir, eh ben, les hommes ont assez souvent et facilement des orgasmes, alors que pour les femmes, c'est beaucoup plus difficile d'avoir des orgasmes. Donc ça aussi, c'était intéressant de voir cette différence au début d'une relation ou pour une relation occasionnelle. Et puis j'ajoute cette étude américaine qui est aussi intéressante parce que selon les pratiques, quelles sont vos chances d'avoir un orgasme? Alors il faut se méfier quand même de ce graphique. Je vais vous expliquer pourquoi il faut se méfier de ce graphique. Mais enfin,
Toujours est-il que si vous êtes masturbé par votre partenaire, vous voyez, les hommes, plus de 90% vont avoir un orgasme, alors que les femmes, c'est seulement un peu, allez, 65%. Donner un rapport, faire une fellation ou faire un cunnilingus, et ben vous avez 70% des femmes et 90% des hommes qui ont un orgasme. Alors, dans l'étude, c'est parce qu'on ne leur interdisait pas de s'auto-stimuler pendant qu'ils faisaient ça à leur partenaire. Donc ça explique cela, c'est pas simplement en faisant une fellation qu'une femme a un orgasme, même si ça peut arriver. Tout est possible, évidemment. Et puis on a l'impression que finalement ce qui marche le mieux c'est la sexualité anale, puisque vous voyez que là c'est presque là que le fossé est le moins grand. La sexualité anale, ça serait super. Alors évidemment, le biais dans cette étude, c'est que ça marche pour ceux qui pratiquent. Mais évidemment, quand on est à 1 ou 2% si on prend le dernier rapport sexuel, c'est 1 ou 2% selon les études des personnes qui ont un rapport par sexualité anale. Donc on peut dire que là c'est complètement biaisé dans le sens, ceux qui le font, c'est ceux qui aiment ça, enfin heureusement, la plupart du temps. Mais en tout cas, on voit bien que quel que soit le type de pratique, il y a un écart entre les hommes et les femmes. Ceux qui ont relevé les Debbie Erbenick, l'américaine, c'est quand même que plus il y a de pratiques au cours du rapport sexuel, hein, vous voyez en haut, c'est un seul acte, 2, 3, 4, 5, bref, plus il y a eu d'actes au cours du rapport sexuel, plus vous voyez le petit rond des femmes qui augmente, c'est-à-dire plus il y a de chances que les femmes aient un orgasme. Pour les hommes, dès le début, même avec une seule chose, c'est assez efficace. En gros, les rapports sexuels ont été construits largement par les hommes pour obtenir ce qu'ils veulent, comme ils veulent, et ça marche, tant que les femmes disent aussi ce qu'elles veulent, comme elles veulent, pour obtenir un petit peu plus d'égalité. Je termine presque avec ou sans partenaire. Ah oui, c'est ça. Sur l'orientation. Alors, ce qui est intéressant là, c'est de voir les histogrammes jaunes. Parce que histogramme jaune, c'est same-sex, voilà. Et c'est une question posée aux femmes, donc c'est lesbienne, hein, en fait. Et ben vous voyez que finalement, et c'est ce qu'a fait dire d'ailleurs un journaliste américain en commentant l'étude, il a dit, bah, de toute façon, la meilleure chance d'avoir un orgasme, qu'on soit une femme ou un homme, c'est d'avoir un rapport sexuel avec une femme. Et effectivement, vous êtes à des taux qui sont tout de suite de 80, 75, 80%. Donc évidemment qu'il faut s'interroger sur les pratiques et la façon dont ça se passe. Et puis pour terminer, ah non, c'est celle que j'avais sautée. Ah oui, parce que parfois on dit oui, mais les femmes, elles ont peut-être plus de difficultés à construire leur excitation, leur orgasme, c'est peut-être plus compliqué, etc., etc. Bah, quand on regarde l'histogramme violet foncé, c'est-à-dire par la masturbation, et l'histogramme violet clair, c'est-à-dire avec un partenaire, on voit que pour les femmes, ça marche beaucoup mieux toute seule qu'avec un... Bah ouais, quoi, bah ouais, j'ai entendu, Christine, hein. Bah ouais, hein. Bah ouais, ça marche beaucoup mieux toute seule qu'avec un partenaire. Alors que pour les hommes, à la limite, là aussi, on s'en fiche un peu. Ça marche bien tout seul, ça marche bien avec un partenaire. On est plus chanceux de ce côté-là. C'est plus facile. Et voilà, c'est ça, par ça que je voulais terminer l'étude de Roland. Pourquoi? Parce que lui, il a fait 2 groupes différents. Il a fait ce premier groupe pour dire, prenons des femmes qui n'ont pas de difficultés orgasmiques, et prenons des femmes qui en ont. Alors là, c'est le groupe des femmes qui n'ont pas de difficultés orgasmiques. Ben, vous voyez que ce soit par un rapport sexuel, alors c'est en violet clair, ou en marron clair, pardon pour vous, en marron clair, marron clair, c'est avec un partenaire, marron foncé, c'est par la masturbation. D'accord, ça marche un peu mieux par la masturbation, mais ça marche quand même très bien aussi. Donc il y a quand même beaucoup de femmes qui ont, heureusement, quand même, des rapports sexuels avec des partenaires, et ça marche très bien pour avoir des orgasmes. Elles n'ont pas ce fossé des orgasmes. Alors que pour les femmes qui ont des difficultés orgasmiques, là c'est un peu la cata quand elles sont avec un partenaire. Vous voyez, c'est juste à droite hein, de ce rond. Là, il n'y en a que 46% qui arrivent à avoir des orgasmes avec leur partenaire, alors qu'elles sont 88% en solo. Mais ça montre bien une nouvelle fois qu'en solo, une femme que l'on qualifierait d'ayant des difficultés à avoir un orgasme, on devrait la qualifier d'ayant des difficultés à avoir un orgasme avec son partenaire. Je ne parle même pas d'avec un, avec son partenaire. Et c'est tout l'enjeu des dysfonctions sexuelles autour de l'orgasme, c'est de savoir comment ça se passe avec le partenaire. C'est pas quelque chose d'isolé, il peut y avoir des causes organiques évidemment qu'on écarte, etc., des causes médicamenteuses, on en parlera, mais c'est aussi de savoir quel est l'état de la relation, et on l'a évoqué à l'instant avec cette idée que bah oui, si on n'est pas avec un partenaire qu'on a choisi, si on n'est pas dans le consentement, bah évidemment que ce sera plus difficile d'avoir un orgasme. Voilà, c'était ça pour terminer. Merci.